C'était la veille de Noël. Le jambon était chaud, les lumières tamisées, et toute la famille était réunie autour de la longue table en chêne héritée de ma mère. J'avais passé 2 jours entiers à cuisiner. Les pommes de terre étaient fouettées à point, la sauce aux canneberges bien fraîche, et les tartes, 2 aux noix de pécan et 1 aux pommes, reposaient sur le comptoir derrière moi, refroidissant comme chaque année depuis 30 ans. J'étais au bout de la table, comme toujours, à couper des tranches de jambon cuit au miel, lorsque Maya, ma petite fille de 19 ans, leva les yeux de son téléphone et dit assez fort pour que toute la table l'entende. Les personnes âgées ne devraient pas prendre de place. Elle riait, pas d'un rire méchant, plutôt comme une blague qui, pensait-elle, ferait rire ses cousins. Et c'est ce qu'ils firent, certains nerveusement, d'autres bruyamment. Sa mère, ma fille Erika, leva les yeux au ciel et continua à faire défiler les pages de son téléphone comme si de rien n'était. Mais moi, je restais figée. Je ne bronchais pas. Je ne la corrigeais pas. Je ne lui ai même pas demandé ce qu'elle voulait dire. J'ai juste souri. Parce que parfois, le silence est plus fort que n'importe quelle parole. Ce que personne à cette table ne savait. Ce que personne n'avait pris le temps de considérer, c'est que chaque cadeau sous ce sapin scintillant venait de moi. Les iPads, les baskets, les bons d'achat pour le spa, les sacs à main de créateurs, et la totalité des frais de scolarité de Maya, jusqu'au dernier dollar, reposaient sur un compte à mon nom. Ils l'ignoraient, car je ne leur avais jamais demandé de remerciements. Je ne leur ai jamais raconté comment j'avais gaspillé la moitié de ma retraite pour offrir un avenir à Maya. Je ne leur ai jamais rappelé que je l'avais un jour tenue dans mes bras pendant des heures pour qu'Erika puisse travailler de nuit, que je lui avais appris à lire ou que j'avais pleuré le soir de son admission à UCLA. Personne ne le savait. Mais ce soir-là, tandis que ma propre petite fille riait de mon existence, quelque chose a changé. Je l'ai regardée et j'ai vu non pas une enfant, mais une femme qui avait oublié comment elle était arrivée là où elle allait. Alors, je me suis levée, silencieusement, j'ai enlevé mon tablier, je suis sortie et j'ai tout laissé, y compris ma fierté, sur la table. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que j'allais tout reprendre. Avant de commencer, dites-nous d'où vous regardez dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires poignantes. Avant cette nuit-là, je vous aurais dit que ma vie était bien remplie. Ni extravagante, ni parfaite, mais bien remplie. Je m'appelle Lorraine, j'ai 65 ans, je suis bibliothécaire à la retraite, veuve, et jusqu'à récemment, j'étais au cœur de toutes les fêtes de famille, de tous les anniversaires et de tous les barbecues dans le jardin. Je n'étais jamais la voix la plus forte, jamais celle qui exigeait l'attention, mais j'étais la constante, celle vers qui tout le monde se tournait quand les choses allaient mal, celle sur qui on comptait pour que tout fonctionne. Et c'est comme ça que j'aimais ça. Mon mari Walter est décédé il y a 9 ans. D'un cancer. Il a fallu moins de 6 mois entre le diagnostic et les adieux. Nous étions mariés depuis 40 ans. C'était le genre d'homme qui mettait toujours de l'essence dans ma voiture et ne laissait jamais les poubelles déborder. Il m'appelait René, diminutif de Lorraine, et me disait que je faisais de la maison un foyer. Après sa mort, je me suis investie dans la famille, pour rester utile. Ma fille Erika peinait à élever Maya seule. Son mari est parti quand Maya avait 3 ans. J'ai emménagé chez elle pour un temps, pas pour toujours, lui ai-je dit. Juste le temps qu'elle puisse reprendre son souffle. Ce temps s'est transformé en 5 ans. J'ai récupéré Maya à la maternelle. Je lui ai confectionné des costumes d'Halloween. Je lui ai appris à lire. Le soir, quand Erika faisait des doubles gardes, Maya s'endormait sur mes genoux, ses doigts enroulés autour des miens. Ça ne me dérangeait pas. Je ne comptais jamais les points. Quand j'ai finalement réemménagé chez moi, je les voyais encore tous les jours. Le dîner du dimanche était sacré. Je préparais du rôti braisé, de la purée de pommes de terre et des haricots verts comme ma mère. Et Noël était à moi. J'y ai mis le paquet, guirlande sur la rampe d'escalier, bougies en pain dans chaque pièce. J'ai fait tellement de biscuits que la maison a senti le sucre pendant des semaines. Je n'ai pas seulement offert des cadeaux, j'ai offert des souvenirs. Des lettres manuscrites glissées dans des enveloppes, des photos encadrées, des chaussettes personnalisées au nom de chacun. Mais quelque part en cours de route, les choses ont changé. C'était lent, presque invisible, comme un courant d'air froid qu'on ignore jusqu'à ce qu'on frissonne. Maya a commencé à lever les yeux au ciel quand je lui racontais des histoires. Erika a arrêté de me demander de l'aide pour organiser ses vacances. Les conversations sont devenues plus courtes. Ma voix n'avait plus le même poids qu'avant. Ils appelaient ça être indépendant. Moi, je disais devenir invisible. Pourtant, je continuais à être présent. Je pensais que si je continuais à donner,
Il se souviendrait toujours de mon importance. Le fonds pour les études était le plus important. Maya avait travaillé dur. Des notes parfaites, du bénévolat, des prix de leadership. Elle l'avait mérité. Mais Erika n'avait pas les moyens de payer les frais de scolarité, et les bourses de Mia ne couvraient pas tout. Alors, je suis intervenue. J'ai vendu la vieille collection de pièces de Walter, liquidé une rente que nous économisions pour voyager. Discrètement, sans tambour ni trompette, j'ai fait un chèque de 42 000 $ et ouvert un compte séparé à mon nom pour les frais de scolarité de Maya. Personne ne m'a demandé, personne ne savait. Je l'ai fait parce que c'est ça, l'amour, dans mon monde. Pas de grands gestes, pas de légende Instagram, juste un sacrifice discret et constant. Parfois, je voyais une photo de Maya sur les réseaux sociaux, dans son dortoir, à un match de football, sur une plage pendant les vacances de printemps, et je souriais. Elle ne m'a jamais tagué, ne m'a jamais appelé pour me remercier. Mais je n'avais pas besoin de ça. Du moins, c'est ce que je me disais, car l'amour, je le croyais, était inconditionnel, jusqu'à ce soir où j'ai réalisé qu'ils n'avaient pas simplement oublié ce que j'avais fait. Ils avaient oublié qui j'étais. Ils venaient encore chez moi pour Noël parce qu'ils aimaient la chaleur, la nourriture, les cadeaux, mais pas moi. J'étais devenu le bruit de fond de leur vie. Pourtant, je continuais à sourire. Je continuais à cuisiner. Je mettais la table avec la belle porcelaine. J'ai repassé les serviettes en lin préférées de Maya et je lui ai même préparé un accompagnement de farce végétarienne parce qu'elle avait arrêté de manger de la viande cette année-là. Je pensais que tout cela signifiait quelque chose. Je pensais qu'ils me voyaient. Mais maintenant, je comprends. Ils ne me voyaient pas. Ils ne voyaient que ce que je leur donnais. Et ce fut le dernier Noël où je leur offrirais quelque chose qu'ils n'avaient pas mérité. Je me souviens de la première fois où je l'ai ressenti. Ni entendu, ni vu, juste ressenti. Cette lente érosion du respect. C'était subtil. Si subtil que j'ai failli me convaincre que ça n'était pas arrivé. C'était fin septembre, quelques mois avant Noël. J'étais passé chez Erika pour lui apporter du banana bread. Encore chaud du four, emballé dans du papier aluminium, comme Maya l'adorait. Elle avait envoyé un texto le matin même pour dire qu'elle rentrerait de la fac pour le week-end. Je me suis dit que ce serait sympa de lui rendre visite, juste quelques minutes. Quand j'ai frappé, personne n'est venu à la porte. J'ai attendu, souriant, écoutant le bruit étouffé des voix à l'intérieur. Puis la porte s'est ouverte. Maya se tenait là, vêtue d'un crop top et d'un sweat à capuche oversize, téléphone à la main, en pleine conversation avec quelqu'un. Son visage s'est illuminé une seconde en me voyant. Du moins, je l'ai cru, puis s'est vite transformé en indifférence. « Oh, tiens !» a-t-elle dit, une main toujours sur son téléphone. « Ma grand-mère vient d'arriver avec du banana bread. »« Trop rétro, non ?» a-t-elle dit au téléphone en riant. Son amie à l'autre bout du fil a ri aussi. « Je sais, non. » Maya ajouta avant de s'écarter et de me laisser entrer. « Rétro, comme si j'étais une cassette VHS ou un téléphone à cadran, comme si j'étais une nouveauté. » J'ai souri comme toujours, essayant de me défaire de la douleur. Je me suis dit qu'elle ne pensait rien, juste une blague, un sarcasme d'adolescente. Je suis entrée, je lui ai tendu le pain et j'ai dit « J'ai pensé que tu aimerais un petit goût de chez nous. » Elle l'a regardé, m'a remercié rapidement, distraitement, et l'a posé sur le comptoir comme si c'était un ticket de caisse. Pas de câlin, pas de vraie conversation. Elle a gardé son téléphone à la main tout le temps. Erika n'était pas là. Apparemment, elle avait un rendez-vous. Maya l'a mentionné nonchalamment en parcourant Instagram. Je crois que c'est son 3e rendez-vous avec ce type de son cours de yoga. Elle a dit qu'il était doué de ses mains, a-t-elle dit en riant de nouveau. J'avais l'impression d'entrer dans la vie de quelqu'un d'autre, comme si j'observais ma propre famille derrière une vitre. Quand Maya était petite, elle criait et courait à la porte dès qu'elle me voyait arriver. Elle entourait mes jambes de ses bras et disait « Tu sens le biscuit, grand-mère ?» Maintenant, je croisais à peine son regard. Je me suis assise quelques minutes et j'ai essayé de lui poser des questions sur ses cours. Elle a répondu par phrase d'un seul mot. « Psycho », a-t-elle dit quand je lui ai demandé comment ça se passait. « Ça va », quand je lui ai demandé comment ça allait. Pas vraiment, quand je lui ai demandé si elle avait besoin de quelque chose. La conversation était plus superficielle qu'un mouchoir en papier. Puis vint le moment dont je ne savais pas qu'il resterait gravé dans ma mémoire. Je lui ai complimenté sa tenue, un truc simple. Cette couleur te va à ravir, Maya. Elle fait ressortir ton regard.
Elle m'a regardée et m'a dit avec un sourire narquois. Tu serais surprise de voir combien de mecs sur le campus pensent pareil. J'imagine que j'ai le jean parfait, hein? Ce n'était pas ce qu'elle avait dit. C'était sa façon de le dire. Comme une pique sous un compliment. Comme si j'étais la branche fanée de l'arbre généalogique qu'elle avait l'habitude de grimper. Quand je me suis levée pour partir, elle ne m'a pas raccompagnée jusqu'à la porte. Elle ne m'a pas demandé quand elle me reverrait. Elle m'a juste fait signe de la main, les yeux déjà rivés sur son écran. En me dirigeant vers ma voiture, je me suis retournée et j'ai regardé la maison, la même que j'avais aidé Erika à acheter quand elle était mère célibataire et qu'elle se remettait sur pied. Je me souvenais d'avoir repeint ce Porsche. Je me souvenais d'avoir planté les rosiers le long de l'allée. Je me souvenais d'une petite Maya m'aidant à les arroser, chantant aux pétales. Et maintenant, j'étais juste rétro. En rentrant chez moi, j'ai senti cette première petite fissure dans ma poitrine, celle qui laisse passer un souffle d'air froid, mais je l'ai ignorée. Elle est juste jeune, me suis-je dit. Les étudiants sont tous comme ça de nos jours. Elle ne le pensait pas. J'exagère. J'aurais voulu y croire, mais au fond de moi, je savais que quelque chose avait changé. Et je n'étais plus quelqu'un qu'ils admiraient, juste quelqu'un qu'ils négligeaient. Ce n'était pas un instant. C'était un lent dénouement, 1000 petites coupures. Personne ne l'a remarqué, sauf moi. Après cette visite de septembre, j'ai hésité davantage avant d'appeler Erika ou d'envoyer un SMS à Maya. J'envoyais des petits messages tous les 2 ou 3 jours, pensant à toi ou voyant quelque chose au marché qui me faisait penser à toi. Mais leurs réponses sont devenues plus brèves, plus froides. Souvent, Maya ne répondait pas du tout. Un matin d'octobre, j'ai envoyé un SMS à Erika pour lui demander si elle avait besoin de quelque chose pour le repas familial à venir. Elle m'a répondu 2 heures plus tard. C'est déjà réglé. Ne stresse pas. Pas de salutations. Non merci, maman. Juste un congédiement sec, comme si j'étais une invitée collante plutôt que celle qui lui a appris à cuisiner. Je me suis dit de ne pas y prêter attention. Mais quelques jours plus tard, j'ai posté une photo de la foire d'automne sur Facebook. Je tenais une pomme au caramel, souriant sous un tas de feuilles d'oranger. J'ai remarqué qu'Erika et Maya avaient aimé tous les posts de la semaine, ceux d'influenceurs, de célébrités, et même le costume d'Halloween de leur chien dentiste. Pas le mien, pas un seul like, pas un seul commentaire. Je n'étais pas en colère, juste vide, comme si je n'existais pas du tout dans leur monde numérique. À Thanksgiving, les choses ont empiré. J'avais proposé d'accueillir, mais qu'Erika a insisté pour que ce soit chez elle cette année. Elle m'a dit de ne pas trop travailler, mais j'en comprenais le sous-entendu. On m'avait mise à l'écart. Comme une recette préférée qu'ils avaient décidé d'arrêter. Malgré tout, je suis arrivée avec mon fameux gratin de patates douces, celui avec du crumble de cassonade sur le dessus, pour lequel tout le monde se disputait. Je portais mon plus beau cardigan émeraude, celui dont Walter disait toujours qu'il me faisait pétiller les yeux. Quand je suis entrée, personne n'a levé les yeux. Erika était dans la cuisine avec son nouveau petit ami, Chase, un homme aux opinions tranchées et au rire tonitruant. Maya mettait la table, mais ne me salua pas, hocha simplement la tête et continua de consulter son téléphone entre 2 couverts. Quand nous nous assîmes à table, personne ne parla du ragoût. Ils complimentèrent la dinde fumée de Chase et le chutney au canneberge du commerce d'Erika. Quand je proposai de dire le bénédicité, Erika s'empressa de dire « Mangeons avant que ça refroidisse ». Je me sentis me recroqueviller sur ma chaise. Maya passa la majeure partie du dîner à parler d'une conférence sur le leadership à laquelle elle avait assisté, de son réseautage avec de futurs PDG. Elle fit une blague sur le fait que les personnes âgées ne comprennent pas TikTok, et Chase éclata de rire. Je souris poliment, mais intérieurement, je me réfugiais dans une version de moi-même que je reconnaissais à peine. Silencieuse, prudente, invisible. Après le dîner, tandis qu'ils sirotaient tous du vin en regardant le football, je restais seule dans la cuisine à faire la vaisselle. Personne ne proposa son aide lorsque je laissai tomber une assiette et qu'elle se brisa. Erika ne leva même pas les yeux de son verre. « Laisse tomber, maman, dit-elle, agacée. Ce n'est pas grave. » Je me suis penchée, les mains tremblantes pour nettoyer les éclats. J'avais mal aux genoux, les yeux piquaient, et personne ne bougeait. Je commençais à me sentir comme un fardeau dans l'espace même que j'avais contribué à construire, comme si j'étais tolérée, pas chérie. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai trouvé mon téléphone rempli de promotions du Black Friday. J'ai fait défiler les publicités pour ce que Maya avait demandé. Un casque anti-bruit, un sac fourre-tout de créateur, des places de concert.
J'ai commencé à faire une liste de cadeaux pour tout le monde, comme je le faisais toujours. Mais pour la première fois, j'ai marqué une pause. Qu'est-ce que j'offrais à ceux qui ne me voyaient plus? L'amour n'est pas une transaction. Je n'avais pas besoin de gratitude, mais j'avais besoin de sens. J'avais besoin de me sentir importante. Pas seulement mes casseroles, pas seulement mon argent, pas seulement l'espace que je remplissais sur une photo. Au fil des jours, ce vide a commencé à apparaître là où je ne pouvais plus l'ignorer. Dans la façon dont j'arrêtais de fredonner en cuisinant. Dans le temps qu'il me fallait pour sortir du lit. Sur les photos que j'avais l'habitude d'imprimer et d'accrocher, maintenant empilées sur mon bureau. Même mon jardin, autrefois, a commencé à flétrir. J'ai oublié de l'arroser pendant une semaine. Les rosiers ont bruni sur les bords. La lavande penchait de côté. C'était comme si la maison elle-même savait que je m'éteignais. Voilà ce que l'on ressent lorsqu'on s'efface lentement. Ni crier dessus, ni attaquer, juste invisible. Je n'étais pas en colère. Je n'avais pas le cœur brisé. Je disparaissais, et personne ne le remarquait. Le réveillon de Noël est arrivé comme toujours. Des lumières tamisées brillaient aux fenêtres, un parfum de cannelle et de pain flottait dans l'air, et ma vieille chaîne stéréo diffusait au Holy Night de Nat King Cole. J'étais debout depuis 5 heures du matin à arroser le jambon et à plier des serviettes en lin en poinsettia. La maison était chaleureuse et impeccable. Chaque recoin scintillait. Chaque assiette était disposée avec soin. J'avais même décoré le siège de Maya d'un petit bracelet à breloques trouvé dans une boutique quelques mois plus tôt. Un délicat bracelet en argent avec un petit M dessus. Je l'ai enveloppé dans un mouchoir en papier et l'ai glissé sous sa serviette. Je voulais que cette soirée soit spéciale. Je voulais désespérément me sentir à nouveau remarquée. Ils sont arrivés en retard, comme d'habitude. Maya est entrée la première, suivie d'Erika et de Chase. Erika a crié « Désolée, maman ». Il y avait un embouteillage. Sans lever les yeux de son téléphone, Mia est passée devant moi en un léger « Salut » et a jeté son manteau sur mon fauteuil comme si c'était un porte-manteau. Je me suis dit que c'était bon. J'ai apporté les amuse-gueules. Ils ont consulté leur téléphone. J'ai allumé les bougies sur la table. Personne n'a remarqué. Le dîner a commencé. J'ai découpé le jambon, passé les plats, essayé de maintenir la conversation. J'ai interrogé Maya sur ses examens finaux. Ils se sont bien passés, a-t-elle dit en attrapant d'autres pommes de terre sans croiser mon regard. J'ai été super en stats. J'ai eu un A. Bravo, ma puce, ai-je dit en souriant. Tu as toujours eu le don de ton grand-père pour les chiffres, a-t-elle haussé les épaules. Je pense que c'est plus une question d'éthique de travail que de génétique. C'est alors que Chase a ricané. Lorraine, tu continues à faire des chèques, non? Maman pourra peut-être t'aider à mettre en place un compte bancaire en ligne cette année. Rire à table. Erika a gloussé. Même Maya a esquissé un sourire. J'ai forcé un rire poli. J'ai réussi sans problème. Merci. Mais le pire était encore à venir. Alors que le plat principal était terminé et que j'allais apporter la tarte, je suis retournée dans la salle à manger avec des assiettes à dessert. Juste à temps pour entendre Maya dire « Les vieux ne devraient pas prendre de place ». Sans vouloir offenser personne, on dirait parfois qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont un peu gênants. Je me suis arrêtée sur le seuil. Les mots étaient suspendus là, légers comme l'air et lourds comme le plomb. Tout le monde l'a entendu. Personne ne l'a corrigé. Erika sirotait son vin sans rien dire. Chase esquissa un sourire narquois. Je regardais Maya, son visage radieux, confiant, riant comme si elle venait de dire quelque chose d'intelligent. Et sur le moment, je ne me suis pas sentie blessée. Je me suis sentie effacée. J'ai posé les assiettes sans un mot. Je suis allée à la cuisine. Debout près de l'évier, je regardais par la fenêtre l'obscurité du jardin. Mon reflet s'est figé dans la vitre. Une femme fatiguée aux boucles parfaites, un pull rouge repassé et les yeux qui brillaient doucement. J'aurais voulu que quelqu'un, n'importe qui, me suive pour dire « Maman, c'était déplacé ». Ou « Grand-mère, je ne voulais pas dire ça comme ça ». Mais personne n'est venu. Pas de pas, pas d'excuses, pas de voix qui m'appelait. Alors, je me suis essuyé les mains sur un torchon, je suis retournée dans la salle à manger et j'ai regardé la table qui m'avait autrefois semblé être ma maison. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste souri. Le genre de sourire que les femmes arborent quand elles ont été blessées si souvent qu'elles ont appris à masquer la douleur par la politesse. « Excusez-moi », ai-je dit doucement.
J'ai oublié quelque chose dans la voiture. Elles ont hoché la tête, distraites. Erika n'a même pas levé les yeux. Maya était déjà en train d'écrire un texto. Je suis allée dans le couloir, j'ai attrapé mon sac à main et mon manteau, et je me suis glissée discrètement par la porte d'entrée. L'air froid m'a frappé le visage comme un mur, tranchant et purifiant. J'ai marché jusqu'à ma voiture en silence. Aucune voix ne m'a suivi. Personne n'a demandé où j'allais. Dans la poche de mon manteau, ma main a effleuré l'enveloppe que j'avais prévu de donner à Maya après le dessert, un dernier chèque, assez grand pour couvrir ses frais de scolarité et ses livres de printemps. Je l'ai sorti, l'ai prise dans mes mains et l'ai déchirée en deux. Là, sur le trottoir, sous la lueur des lumières scintillantes et de la neige qui tombait, je l'ai déchirée en lambeaux. Non pas par colère, mais par lucidité. Je leur avais tout donné. Mon temps, mon argent, mes souvenirs, mon espace, et tout ce qu'ils m'avaient donné, c'était le silence. Je ne suis pas retournée ce soir-là. Personne n'a envoyé de SMS. Personne n'a appelé. Je pensais qu'Erika prendrait de mes nouvelles. Peut-être que Maya remarquerait que je n'étais pas revenue pour le dessert, mais mon téléphone est resté silencieux. À 23h48, j'ai reçu un unique message de groupe dans la conversation familiale. Erika, merci pour le dîner, maman. Tout était merveilleux. Je t'aime. Maya a ajouté un cadeau, une canne en sucre d'orge dansante. C'était tout. Je me tenais dans ma cuisine faiblement éclairée, portant encore le pull rouge que j'avais repassé le matin, et je fixais le message clignotant. On ne m'avait même pas manqué. Pas vraiment. Mon absence n'était pas alarmante. C'était pratique. J'ai regardé autour de moi. Dans la chambre d'amis, des draps propres et une bougie allumée attendaient Maya. Les chaussettes sur la cheminée étaient pleines. Son bracelet à breloques était toujours sous sa serviette pliée, à table. Les tartes étaient restées intactes, et les cadeaux, parfaitement emballés, étiquetés de ma plus belle écriture cursive, étaient toujours sous le sapin. J'ai tout laissé tel quel et je suis allée me coucher. Mais je n'ai pas dormi. Non pas par tristesse. Non, pour une raison plus profonde. J'avais l'impression que le sol sous ma vie avait légèrement bougé. Assez pour que tout paraisse pareil, mais que plus rien ne paraisse pareil. Comme si j'avais enfin accepté une vérité qui me chuchotait depuis des années. Je ne faisais plus partie de la famille. J'étais un remplaçant, un personnage secondaire sur des photos qu'ils publiaient rarement. Et si je partais, vraiment, ils s'adapteraient. Ils absorberaient le silence et iraient de l'avant. Le lendemain matin, je me suis levée, j'ai préparé une tasse de thé et je me suis assis à la table de la cuisine, regardant la neige recouvrir le jardin. C'était beau, calme, propre, tranquille, et pour la première fois depuis longtemps, moi aussi. Il y a quelque chose d'étrange dans le deuil quand il cesse de supplier qu'on le remarque. Le mien s'était installé dans le silence. Plus besoin d'attendre des appels. Plus besoin de vérifier les likes. Plus besoin de traîner en marge de leur vie en attendant d'être invité. J'ai pris une décision ce matin-là. Je cesserai d'apparaître là où j'étais seulement tolérée. J'ai emballé les cadeaux dans un grand sac fourre-tout, chaque bougie, chaque écharpe, chaque gadget technologique que Maya avait demandé. J'ai placé l'enveloppe pour son remboursement de frais de scolarité dans le même sac. Puis j'ai tout chargé dans mon coffre et me suis rendue au comptoir de retour un par un. Pas de drame, pas de cérémonie, juste un mouvement silencieux. À l'ouverture de la banque, j'ai rendu visite au directeur de l'agence et j'ai clôturé le compte de fonds d'études que j'avais ouvert au nom de Maya. J'ai demandé un chèque de banque pour le solde total et je l'ai fait rééditer sur mon compte. L'employé m'a demandé « Voulez-vous informer la bénéficiaire du changement ?» J'ai souri et secoué la tête. Non, je pense qu'elle trouvera une solution. Ce soir-là, je me suis servi un verre de vin rouge et je me suis assis près de la cheminée avec un livre que je n'avais pas eu le temps de lire de toute la saison. Les guirlandes lumineuses scintillaient doucement derrière moi, projetant toujours une lueur festive. Je n'ai rien décroché. Je ne punissais pas Noël. Je l'aimais toujours. Je n'aimais juste pas ce qu'il était devenu. La semaine suivante, j'ai envoyé un message à Erika. « Salut ma chérie. Je vais faire une petite pause dans les réunions de famille pendant un moment. Je vais bien. Je réfléchis un peu. J'espère que toi et Maya allez bien. » Pas de réponse. Ni ce jour-là. Ni le lendemain, mais je n'étais plus blessée. Je ne m'attendais à rien. J'avais enfin arrêté de me produire devant un public qui ne quittait jamais son téléphone. Les jours passaient tranquillement. Je me suis promenée dans le parc, j'ai cuisiné pour moi-même et j'ai commencé à écrire dans un journal que j'avais laissé intact pendant des années.
J'ai commencé à me reconnecter à moi-même, à la femme que j'étais avant de devenir le soutien de tous. Je n'étais pas en colère. C'est ce qui m'a le plus surprise. Je savais juste que j'en avais fini de supplier pour avoir de l'importance. Certaines personnes sortent en claquant les portes. D'autres, comme moi, sortent si silencieusement que le bruit qu'elles laissent derrière elles est plus fort que tout ce qu'elles auraient pu dire. Je n'ai pas disparu cette nuit-là. Je me suis simplement retirée. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai senti une lueur de paix revenir. La semaine après Noël était toujours ma période préférée de l'année. Elle était autrefois remplie de restes de pain frais, de bons livres et de matins calmes et endormis. Mais cette année, le silence semblait plus pesant que d'habitude, dense, impitoyable. Pour la première fois depuis des décennies, personne n'est venu. Personne n'a appelé. La porte d'entrée est restée fermée. Les pantoufles des invités dans l'entrée sont restées intactes. Même la neige dehors paraissait cruelle. Ni magique, ni douce, juste froide. C'est le silence qui m'a anéanti. Pas celui qui apporte la paix, mais celui qui donne l'impression que les murs se referment sur moi. Un matin, debout sur le seuil de la chambre d'amis, celle où Maya dormait, je me suis retrouvée pétrifiée. Sa courte pointe préférée était toujours pliée au pied du lit. Une petite lampe en céramique en forme de lapin trônait toujours sur la table de chevet. Je l'avais gardée toutes ces années. Je me suis approchée, me suis assise au bord du matelas et j'ai contemplé la photo encadrée sur la commode. Maya, 8 ans, souriante, 2 dents de devant manquantes, serrant contre moi un trophée de concours d'orthographe. J'avais imprimé cette photo moi-même, payé un supplément pour la finition mate afin qu'elle ne s'efface pas. Je l'ai ramassée et j'ai passé mon pouce sur la vitre. Je ne comprenais pas où je l'avais perdue. Était-ce progressif? Y avait-il un moment que j'aurais dû voir? Une décision que j'aurais dû prendre différemment? Ou peut-être n'avais-je jamais vraiment été vue? Cette pensée m'a anéanti. Il ne s'agissait plus seulement de Maya. Il s'agissait de moi, de toutes les façons dont je m'étais laissé réduire à servir. J'avais tant donné de moi-même, de mon temps, de mon argent, de mon amour, sans jamais rien demander de concret en retour, car je ne savais pas comment. J'avais bâti ma valeur sur l'utilité. J'étais la femme qui se présentait. Celle qui apportait le plat de résistance, qui payait la facture d'électricité quand Erika prenait du retard, qui se souvenait des anniversaires, qui rangeait après le départ de tout le monde. C'était mon identité, mon rôle. Et une fois que plus personne n'avait besoin de moi, je suis devenue jetable. Je n'avais plus de but, plus de public, plus d'ancrage. Ce soir-là, j'ai décroché les vieux albums photos. Pas ceux que j'exposais, les vrais, ceux remplis de photos de classe, de cartes de fête des mères, de dessins au crayon et de reçus de fête d'anniversaire que j'avais payés, mais pour lesquels je n'avais jamais été remerciée. Page après page, je voyais mes propres mains dans chaque souvenir, tenant la main de Maya au champ de citrouille, coupant le gâteau de mariage d'Erika, apprenant à Walter à utiliser le nouveau micro-ondes. J'étais là, partout. Pourtant, j'étais toujours derrière l'appareil photo, toujours derrière le plat à gratin, toujours en retrait. J'ai fermé l'album, les yeux brûlants. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai arpenté la maison comme un fantôme, touchant des souvenirs encadrés comme des pierres tombales. La maison me semblait trop grande, trop silencieuse, trop imprégnée d'un amour que personne n'avait la décence de lui rendre. Au matin, j'ai essayé de me défaire de tout ça. Je me suis emmitouflée et je suis allée me promener dans le parc. Je pensais que l'air me libérerait l'esprit, mais partout où je regardais, il y avait des familles qui riaient, des couples se tenant la main, des enfants qui lançaient des boules de neige, et moi, j'étais une ombre parmi eux. Assis sur un banc gelé sous un arbre nu, je regardais la neige s'amonceler sur mes gants. Mon souffle se gonflait en petits nuages, et pour la première fois, je me sentais vieux. Pas comme on le pense quand on plaisante sur les genoux douloureux. Je veux dire vraiment vieux, invisible, inaudible, indésirable. Je repensais à ce qu'avait dit Maya. Les personnes âgées ne devraient pas prendre de place. Et pendant un instant terrible, je la crus. Je crus que j'étais un obstacle. Que j'étais un désordre dans leur vie. Que la meilleure chose à faire était de rapetisser, de disparaître, de disparaître. Je restais assis sur ce banc jusqu'à ce que mes doigts s'engourdissent, que mon thé dans la tasse de voyage refroidisse. Je contemplais le paysage blanc et me demandais si c'était bien ça. Si la vie devait rester ainsi, silencieuse, sans témoin, je rentrais chez moi, enlevais mon manteau et me plantais devant le miroir. La femme qui me regardait semblait petite, plus petite que dans mes souvenirs, les rides plus profondes, le regard plus terne,
les épaules voûtées comme si elle avait peur de prendre de la place. C'était l'instant présent. Pas un cri, pas une crise, juste le silence. J'avais atteint le fond de moi-même. Plus besoin de faire semblant, plus besoin de donner, plus besoin d'espérer qu'ils se souviennent de moi. C'était le deuil. Non pas de leur perte, mais de la mienne. J'étais partie et personne ne s'était aperçu de mon départ. C'était arrivé le jour de l'an. Je n'avais rien prévu. Je n'avais même pas démonté le sapin de Noël. Il se trouvait toujours dans un coin du salon, lumière tamisée, décoration légèrement penchée, comme s'il avait été oublié. J'époussetais, non pas par envie, mais parce que mes mains avaient besoin d'être occupées. Je me déplaçais lentement dans le salon, sans but précis. En atteignant la vieille bibliothèque près de la cheminée, je remarquai que celle du haut était recouverte d'une fine couche de poussière. J'ai attrapé un escabeau et j'ai commencé à l'essuyer. C'est là que je l'ai remarqué. Une petite enveloppe jaunie coincée entre deux albums photos. J'ai immédiatement reconnu l'écriture. Gras, bouclé, cursif, légèrement de travers. Walter. Mon souffle s'est arrêté. Je n'avais pas vu son écriture depuis des années. Je me suis assis au bord du canapé, tenant l'enveloppe délicatement comme si elle allait s'effriter entre mes mains. Sur le devant, il était simplement écrit « Pour Rénie, quand tu as besoin de te souvenir ». Il m'appelait comme ça. Rénie. Ma voix résonnait comme une chaude averse de printemps. Je l'ai ouverte lentement, dépliant soigneusement la lettre à l'intérieur. Elle était datée du 26 décembre 1998. Notre dernier Noël avec sa mère, l'année de la naissance de Maya. Ces mots me sont revenus comme un vent léger. Marainet, si tu lis ceci, j'imagine que tu te sens perdu. Tu prends toujours soin des autres. Des repas, des traditions, des choses tranquilles. Personne ne s'en aperçoit jusqu'à ce que ça cesse. Mais je veux que tu te souviennes de quelque chose. Tu comptes. Même quand ils oublient. Même quand ils grandissent, s'éloignent et te prennent pour acquis, tu comptes. Tu es les racines. Et parfois, les racines s'enfouissent. Mais sans elles, rien ne tient. Tu as tant donné de ta vie à cette famille. Et un jour, tu auras peut-être l'impression qu'ils t'ont dépassé, que tes histoires ne les intéressent plus, que tu es devenue juste grand-mère ou juste maman. Mais tu n'es jamais rien. C'est grâce à toi que notre fille a traversé son année la plus sombre. C'est grâce à toi que Maya aura la vie à laquelle elle est destinée. C'est grâce à toi que cette famille sait ce qu'est l'amour. Alors, si jamais tu te sens comme si tu avais disparu, reviens à toi-même. Lis ceci. Souviens-toi de ta valeur, car même s'ils oublient, je ne l'oublierai jamais. Et je sais qu'un jour, ils s'en souviendront aussi. Je t'aimerai toujours, Walter. Je n'ai pas pleuré tout de suite. Je l'ai relu, puis encore une fois, jusqu'à entendre sa voix prononcer chaque ligne. Puis j'ai pressé la lettre contre ma poitrine et laissé couler les larmes. Mais ce n'étaient pas les larmes de ce banc gelé. Ni les sanglots douloureux de la solitude ou du rejet. Ces larmes étaient chaudes, purifiantes, car à cet instant, quelque chose en moi s'est ému. Pas exactement de l'espoir, quelque chose de plus calme, de plus ancien, de plus profond, un souvenir de celle que j'étais avant que le silence ne s'installe. Avant que je ne me laisse devenir invisible. J'étais la femme à qui Walter écrivait, la femme qui unissait les familles, qui tenait les bébés dans les tempêtes, payait les factures avec grâce, était présente là où les autres ne le faisaient pas. J'étais plus qu'une grand-mère désuète. J'étais une bâtisseuse, une gardienne d'histoire, une créatrice de sécurité. Et ce n'est pas parce qu'ils ne pouvaient pas le voir que cela cessait d'être vrai. Le lendemain matin, j'ai plié la lettre soigneusement et l'ai déposée dans le tiroir du haut de ma table de chevet. Puis j'ai préparé du thé, du bon thé, avec du citron frais et du miel, et je me suis assise près de la fenêtre, tandis que le soleil filtrait à travers les rideaux de dentelle. Et pour la première fois depuis des semaines, je ne me sentais plus comme un fantôme chez moi. Je me sentais à nouveau réelle, présente. J'avais attendu qu'il revienne et me remarque. Mais peut-être qu'en vérité, j'avais d'abord besoin de revenir à moi-même. Cette lettre n'était pas qu'un rappel. C'était une clé. Une porte avait été entr'ouverte. Pas en grand, mais suffisamment. Assez pour laisser entrer la lumière. Assez pour me permettre de passer. Et je savais au fond de moi que ce n'était que le début. Le lendemain de la découverte de la lettre de Walter, je me suis réveillée avant le soleil. Non pas par nécessité, mais par envie. Je n'ai pas pris mon téléphone. Je n'ai pas consulté le groupe de discussion familiale ni regardé les photos où je n'étais pas. J'ai simplement ouvert les rideaux,
préparer mon café torréfié préféré et regarder la douce lumière se répandre sur la pelouse gelée. J'avais l'impression que quelque chose en moi attendait cette lettre, attendait la permission d'arrêter de rapetisser. J'ai enfilé un gros pull, serré mon écharpe et suis sortie dans le jardin. Les rosiers étaient secs et cassants, les tiges nues, rien que des épines et des souvenirs. Je suis restée là, les mains gantées dans les poches, me remémorant tous les étés passés à tailler ces rosiers, à les encourager à fleurir. Comment Maya s'agenouillait à côté de moi avec son arrosoir en plastique, faisant semblant d'aider alors qu'elle ne faisait que mettre le bazar. Elle m'appelait son murmure de fleurs. Je le disais à voix haute juste pour réentendre les mots. Murmure de fleurs. Le givre sur les pétales brillait. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne voyais pas la mort. Je voyais le repos. Une saison en attente du printemps. Et j'ai réalisé que c'était ce que j'avais fait aussi. Je m'étais laissé dépérir sous le poids du rejet. À croire que si on n'avait pas besoin de moi, je n'en valais pas la peine. Mais debout là, dans ce silence glacial, j'ai commencé à voir quelque chose de nouveau. Peut-être que cette période d'invisibilité n'était pas la fin de mon histoire. Peut-être était-ce la terre. Cet après-midi-là, je me suis assise à la table de la cuisine avec un carnet et un stylo. Pas d'écran, pas de distraction. J'ai écrit une simple question en haut de la page. Qui suis-je sans eux? Ni avec amertume, ni par dépit, mais par curiosité. Pendant les 2 heures qui ont suivi, j'ai écrit « Je suis une mère. Je suis une lectrice. Je suis une jardinière. Je suis une femme qui a un jour traversé le pays en break avec un bambin et une boîte de livres de la bibliothèque juste pour aider Erika à prendre un nouveau départ. Je suis une femme qui a veillé toute la nuit à coudre le costume de licorne de Maya de A à Z. Je suis une femme qui a appris à vivre seule après 40 ans passés à jouer à la Wii. Je suis une femme qui a rêvé d'écrire des mémoires et qui ne l'a jamais fait. J'ai regardé la liste. Elle n'était pas longue, mais c'était vrai. Et pour la première fois depuis des semaines, je me suis sentie fière de qui j'étais, indépendamment de ce que je donnais. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner pour moi. Juste moi. Pas de reste, pas un truc du congélateur. J'ai mis la table, allumé une bougie, servi un verre de vin. Non pas parce que quelqu'un le verrait, mais parce que je le verrais. C'était comme une petite révolution. Après le dîner, j'ai sorti du placard une boîte que je n'avais pas ouverte depuis des années. À l'intérieur se trouvaient de vieux journaux, du tissu, des échantillons de courte pointe jamais terminés, un classeur avec des idées de livres. Je les feuilletais. Un titre me fixait, écrit de ma propre main. La femme silencieuse, des histoires que personne ne demande. J'ai éclaté de rire. Je l'avais complètement oublié. Mais l'expression m'a frappé différemment maintenant. Des histoires que personne ne demande. J'en avais des centaines. Il était peut-être temps que quelqu'un les entende, même si ce quelqu'un n'était que moi. Le lendemain matin, j'ai dépoussiéré mon ordinateur portable, créé un document et commencé à taper. Les mots n'étaient pas élégants au début, mais ils étaient les miens. Chaque matin, j'en ajoutais un peu plus. Certains jours, c'était une histoire sur Walter, d'autres une réflexion sur la maternité. Parfois, j'écrivais sur le silence, le vieillissement ou le deuil. Mais ce qui m'a le plus surprise, c'est à quel point je me sentais vivante en le faisant. Non pas parce que je produisais quelque chose, mais parce que je redevenais quelqu'un. Maya n'avait pas appelé. Erika n'avait pas pris de nouvelles. Le silence n'avait pas changé. Mais moi, si. Je n'attendais plus leur validation. J'avais passé tant de temps à essayer d'être utile, nécessaire, essentiel. Maintenant, j'étais moi-même, et c'était suffisant. Je n'avais pas besoin d'une place à leur table pour prouver que j'avais encore de la valeur. J'avais construit une nouvelle table, tranquillement, sans relâche, et cette fois, il n'y avait qu'une seule chaise, la mienne. L'avantage d'être sous-estimé, c'est que personne ne vous voit venir. Cette pensée a hanté mon esprit les jours qui ont suivi mon éveil. Je n'ai annoncé aucun changement. Je n'ai écrit aucune lettre de colère ni publié de messages dramatiques en ligne. Ça n'avait jamais été mon genre. Je ne voulais pas me venger. Je voulais une résolution à mes conditions. Et la première étape a été de reprendre le contrôle de ce que j'avais autrefois donné si généreusement. J'ai commencé par le fonds pour les études. Il restait une somme conséquente sur le compte, même après avoir déchiré ce dernier chèque la veille de Noël. J'ai constitué ce fonds petit à petit au fil des ans. Des chèques d'anniversaire que je n'ai jamais encaissés. Des primes de retraite que je n'ai jamais dépensées.
Des petites sommes que j'avais mises de côté quand Maya était encore dans les couches-culottes et les contes de fées. Après avoir fermé le compte, j'en ai ouvert un nouveau. Cette fois, pas au nom de Maya. Cette fois, le bénéficiaire était une fondation communautaire locale qui offrait des bourses aux étudiants de première génération, des jeunes avec des rêves et sans filet de sécurité. La directrice de la fondation avait le regard doux et la voix douce lorsqu'elle a demandé « Souhaitez-vous que nous honorions la mémoire de quelqu'un ?» J'ai souri et répondu « Oui, mon mari, Walter. Il a toujours cru que l'éducation était une graine, pas une transaction. » J'ai quitté le bureau avec une carte de remerciement manuscrite et une chaleur dans la poitrine que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Ce n'était pas de la rancune. C'était une quête de sens. Ensuite, il y a eu les cadeaux. Tous ces cadeaux de Noël que j'avais rendus. J'ai pris l'argent remboursé et je l'ai donné à la bibliothèque pour enfants du coin, celle où je faisais du bénévolat avant que les frais de scolarité de Maya ne m'obligent à aller ailleurs. Lors de ma visite, Nora, la bibliothécaire pour enfants, m'a accueillie comme une vieille amie. « Tu nous as manqué », a-t-elle dit. Les enfants parlent encore de ton chapeau de pirate de l'heure du conte. Elle m'a fait visiter la salle de lecture sous-financée où les étagères étaient à moitié vides et les crayons de couleur étaient réduits en miettes. J'ai noté mentalement tout ce dont ils avaient besoin. Plus tard dans la semaine, j'ai fait un don. Pas tapa accent grave-l'œil, juste assez pour acheter de nouveaux livres, du matériel d'art et des couvertures chaudes pour le coin lecture. Et je me suis de nouveau porté volontaire, le mardi après-midi. Comme au bon vieux temps. L'espace m'a accueilli comme si je n'étais jamais parti. Personne ne m'a demandé ce qui avait changé. Et je n'ai pas expliqué, car c'était le don du silence. Il m'a donné l'espace d'évoluer sans être examiné, de construire quelque chose qui n'était lié à l'approbation de personne. À la maison, j'ai continué à écrire. Le projet de mémoire que j'avais découvert, La femme silencieuse, prenait de l'ampleur de jour en jour. Chaque page que je tapais m'éloignait un peu plus de l'ombre dans laquelle je vivais et me rapprochait de la femme que je me souvenais avoir été. J'ai écrit sur l'éducation d'Erika pendant les années de vache maigre, sur le lent déclin et la grâce obstinée de Walter, sur la force que j'ai trouvée dans la solitude. Et j'ai écrit sur Maya, non pas pour la humilier, mais pour comprendre. Sa cruauté m'avait profondément blessée. Mais en la voyant à travers le prisme de l'histoire, et pas seulement de la douleur, j'ai compris quelque chose d'important. Maya n'était pas malveillante. Elle était irréfléchie, égocentrique, certes, tout à fait prétentieuse, mais elle était aussi le produit d'un monde qui lui avait appris que vieillir signifiait perdre toute importance. Que l'amour discret avait moins de valeur qu'une affection ostentatoire. Et même si cela n'excusait pas elle, ça l'expliquait. La comprendre ne changeait rien à mes limites, mais me libérait de l'amertume. Je ne la détestais pas. Je ne lui accordais simplement plus le pouvoir de définir ma valeur. Un après-midi, alors que je rangeais de vieux papiers dans la chambre du fond, je suis tombée sur l'acte de propriété de ma maison. Mon nom était inscrit sur cette ligne, à l'encre noire épaisse. À moi seule. Une vague de fierté m'a submergée. J'avais construit cette maison, je l'avais payée moi-même, accueilli des décennies d'amour, de repas et de souvenirs sous ce toit. Et j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de me rapetisser pour rester dans leur vie. Je choisissais qui entrait dans cet espace maintenant, non par mesquinerie, mais par paix. Alors j'ai changé les serrures discrètement, sans tambour ni trompette, non par crainte de qui que ce soit, mais parce que c'était symbolique. Une femme avait autrefois donné ses clés sans hésiter, confiante qu'elle serait chérie. Maintenant, elle les gardait précieusement. Ce n'était pas une forteresse. C'était un sanctuaire, et seuls ceux qui en voyaient la valeur seraient accueillis à nouveau. Cela ne s'est pas produit d'un coup, mais lentement, presque imperceptiblement, le poids de la pièce a commencé à changer. Et pour une fois, il ne reposait pas uniquement sur mes épaules. Tout a commencé avec Erika. Elle a appelé un lundi après-midi alors que j'étais à la bibliothèque en train de trier des livres d'images avec Nora pour la lecture hebdomadaire à voix haute. Mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. J'ai vu son nom défiler sur l'écran. Appel manqué. Pas de messagerie. Je n'ai pas rappelé. Pas par méchanceté. Juste pour clarifier les choses. Si elle avait besoin de quelque chose en urgence, elle réessayerait. Sinon, je n'allais plus courir après des miettes de conversation. Elle n'a pas rappelé pendant 4 jours. Quand elle l'a enfin fait, c'était samedi matin. J'étais au jardin en train de tailler quelques branches mortes de mes rosiers. L'hiver relâchait son emprise, et je voyais déjà de minuscules bourgeons verts percer les tiges brunes. La vie revenait centimètre par centimètre.
J'ai répondu en essuyant mes gants sur mon pull. Salut, maman, a-t-elle dit, un peu essoufflée. Tu as été difficile à joindre. J'ai été occupée. Ai-je répondu simplement. Elle a marqué une pause. Je voulais prendre de tes nouvelles. Tu nous as manqué au brunch du Nouvel An. Je ne savais pas que j'étais invitée. Cela l'a réduite au silence un instant. Eh bien, a-t-elle dit. Maya a mentionné que tu étais distante ces derniers temps. Elle est perdue. J'ai failli rire. Perplexe. Je suis sûre qu'elle l'est, ai-je dit doucement. Mais j'imagine que c'est la première fois qu'elle se demande ce que je pense. La conversation a tourné court après ça. Pas de confrontation, juste une gêne discrète de son côté et des limites posées de mon côté. Mais quelque chose avait changé. Pendant des années, je m'étais empressée de faciliter les choses, de lisser chaque ride, d'apaiser chaque tension. Maintenant, je laissais la gêne persister. Je ne ressentais pas le silence. Je ne l'avais pas sauvé du malaise d'avoir à examiner son propre comportement. Et ce silence, il en disait plus long que n'importe quel discours que j'aurais pu tenir. Une semaine plus tard, Erika s'est présentée à ma porte sans prévenir. Je préparais des barres au citron pour la journée de reconnaissance des bénévoles à la bibliothèque. Elle se tenait sur le porche, un sourire crispé, un sac de course à la main. Je pensais nous préparer le déjeuner, m'a-t-elle proposé. Je n'ai pas bougé de la porte. Pourquoi maintenant? Ai-je demandé. Elle a hésité. Je suppose que j'ai compris. Tu n'étais pas là. Ça ne me semblait pas juste. J'ai hoché la tête, mais je n'ai rien dit. Elle est entrée. La maison avait la même apparence, mais je le voyais sur son visage. Elle semblait différente. Il y avait quelque chose dans l'air, l'ordre silencieux, l'absence d'excuses qui la fit s'arrêter. Nous nous sommes assis dans la cuisine pendant que les barres au citron refroidissaient. Elle a essayé de bavarder, m'a posé des questions sur la bibliothèque, le jardin, mes écrits. J'ai répondu gentiment, mais brièvement. Je n'ai pas manifesté ma chaleur habituelle. Je n'étais pas cruelle, juste équilibrée. Finalement, elle a compris. Je pense que Maya a plus de difficultés qu'elle ne le laisse paraître. Elle a dit, la fac, c'est intense. Elle ressent beaucoup de pression. J'ai remué mon thé et j'ai attendu. Elle a dit qu'elle avait l'impression que tu l'avais interrompue. Qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal. J'ai incliné la tête. Elle m'a traité de rétro. Elle a dit que les personnes âgées ne devraient pas prendre de place. Elle plaisantait. Erika a dit vite, trop vite. Elle était négligente. J'ai corrigé. Il y a une différence. Erika a baissé les yeux sur ses mains. Elle a besoin de toi, murmura-t-elle. J'ai pris une inspiration. Elle avait besoin de moi quand je bloquais tout son avenir. Quand je payais tout en silence, l'encourageais, l'aimais sans qu'on me le demande, mais quand j'ai cessé d'être utile, j'ai cessé d'être visible. Je me suis penchée en avant, la voix calme. Je ne suis pas en colère, mais je ne serai plus invisible. Erika n'a pas protesté. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Le pouvoir avait basculé, non pas parce que je l'exigeais, mais parce que j'avais cessé de donner le mien. Pour la première fois de ma vie, je n'essayais pas de la mettre à l'aise. Je n'adoucissais pas ma vérité pour préserver ses sentiments. Et elle l'a senti. Cet après-midi-là, elle est partie avec une assiette de barres au citron et une étreinte discrète. Pas des excuses, pas encore, mais le début d'une excuse. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un courriel de la Fondation des bourses d'études communautaires. Ils avaient déjà accordé la première bourse au nom de Walter. Une jeune fille nommée Alia, fille d'un mécanicien et d'une serveuse, allait être la première destinataire. Elle écrivit « Merci d'avoir vu le potentiel de quelqu'un que personne d'autre ne voyait. » J'ai pleuré, non pas de tristesse, mais de plénitude, car enfin, je donnais à ceux qui me voyaient revenir. Et je ne mendiais plus pour avoir une place à table. Je construisais quelque chose de plus fort, quelque chose fondé sur le choix, et non sur l'obligation. Et c'était ça, le pouvoir. C'était fin mars que j'ai reçu le message. Pas un appel, pas un coup à ma porte, juste un simple texto d'Erika. Maya ne veut parler que si on est ouvert. J'ai fixé l'écran un long moment. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas surprise. La vie a ce don de tourner en rond. Mais je n'étais pas non plus le genre de femme à tout laisser tomber juste parce que quelqu'un a enfin remarqué son absence. Pourtant, j'ai pensé à la lettre de Walter, la phrase qui m'a le plus marquée. Même s'ils oublient, il faut se rappeler qui on est. Je me suis souvenu. Mais peut-être, juste peut-être,
Une partie du souvenir consistait à être prête à entendre l'autre partie. Non pas à rouvrir de vieilles blessures, mais à reconnaître que la guérison était possible sans avoir besoin de revenir à ce qui était. J'ai répondu par SMS. Dis-lui que je la retrouve au jardin jeudi midi. J'ai choisi le jardin pour une raison. C'était neutre, ouvert, vivant, un lieu de croissance. Jeudi arriva, le ciel était dégagé. Les roses, autrefois cassantes et sèches, avaient commencé à fleurir. Des têtes roses et rouges se courbaient doucement dans la brise, preuve que les saisons changent, même après les hivers les plus rigoureux. Maya arriva à l'heure. Elle paraissait plus petite, non pas physiquement, mais plus calme, humble. Son regard n'avait pas l'éclat habituel de fierté ou de distraction. Elle s'assit sur le banc à côté de moi, les mains jointes sur ses genoux, comme une enfant se préparant à la discipline. « Salut, grand-mère », dit-elle doucement. J'acquiesçai. « Salut, Maya ». Un silence s'installa entre nous. Pas gênant, juste empli de joie. « J'ai lu ton article », répéta-t-elle 2 fois. Ça me fit pleurer. Je ne répondis pas. Je la laissai continuer. Je ne réalisais pas à quel point je tenais pour acquis. Tu m'as tant donné, et je l'ai traité comme un bruit de fond. Elle baissa les yeux. J'ai eu le temps de réfléchir. Perdre l'argent pour les frais de scolarité, ça m'a secoué. Mais ce qui me fit le plus mal, c'est de réaliser que j'avais perdu un astérisque. Toi, un astérisque. Ça me fit prendre une grande inspiration. Non pas par manipulation, mais par honnêteté. Je ne demande rien, ajouta-t-elle rapidement. Je veux juste m'excuser. Je l'observai. Pas de larmes, pas de drame, juste la vérité. C'était important. J'apprécie, dis-je doucement. Vraiment. Elle avait l'air pleine d'espoir, presque penchée vers moi. Mais je l'arrêtai net. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose, Maya. J'ai changé. Pas par dépit, par nécessité. Elle hocha lentement la tête. Je comprends. Je peux t'aimer, dis-je, et avoir encore des limites. Je peux te pardonner et choisir de ne pas financer ton avenir. L'amour ne signifie pas toujours le sauvetage. Des larmes lui montèrent aux yeux. Elle ne les essuya pas. Je comprends, murmura-t-elle. Vraiment. Nous restâmes assis un moment encore ensemble. Je lui parlais de la bourse d'études au nom de Walter, d'Alia, de la fierté qu'il aurait ressentie. Et quand nous nous levâmes pour partir, Maya me serra dans ses bras. Pas comme avant, pas par habitude, mais avec tendresse. C'était suffisant. Plus tard dans la soirée, j'étais assise seule sur ma véranda, enveloppée dans un châle moelleux, tandis que le ciel prenait des tons lavande. Une tasse de thé fumait doucement dans ma main. Le jardin s'étendait devant moi, vivant, lumineux, indulgent. Il avait résisté à l'hiver. Il s'était immobilisé, semblait mort, puis avait refleuri. Pas comme avant, mais plein. Moi aussi. Je n'étais pas la femme qui se démenait autrefois pour être utile, pour se sentir visible en rendant service. J'étais simplement Lorraine, une mère, une grand-mère, une veuve, une femme à la force tranquille et à la voix qui avait enfin appris à parler sans hausser le ton. Dans le silence, je ne me sentais pas petite. Je me sentais entière. Je pensais à toutes les femmes comme moi. Ignorées, sous-estimées, ignorées parce qu'elles étaient trop douces, trop silencieuses, trop généreuses. Et j'aimerais qu'elles ressentent ce que je ressentais maintenant. La paix. L'appartenance. Un point, un astérisque. Quelque part, Ala se préparait pour son premier jour d'université, inconsciente que la dignité d'une vieille femme était gravée dans son avenir. Et Maya, peut-être qu'elle deviendrait une femme qui se donnait aux autres sans s'oublier. Peut-être pas. Mais ce n'était plus à moi de réparer ça. J'ai regardé les roses en fleurs et j'ai souri. Parce que le propre des racines, c'est qu'elles sont profondes. Même quand personne ne les voit, même quand personne ne dit merci, elles soutiennent tout. Et maintenant, je me tenais enfin.